Le gouvernement du Québec a récemment procédé à une annonce importante pour les municipalités de la province à Baie-Saint-Paul. La ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, s'est déplacée dans la région pour annoncer le renouvellement du Fonds Région et Ruralité. C'est vraiment un bonheur pour moi que je vous confirme le Fonds Région Ruralité, 1,3 milliard pour tout le Québec, 277 millions sur 5 ans par année. L'argent investi permettra de soutenir des projets qui devront répondre à l'un des 5 volets du fonds. Le rayonnement régional, le développement territorial, la vitalisation des régions, ainsi que la coopération et la gouvernance municipale constituaient les 4 volets déjà existants. Un 5e volet a été ajouté à la nouvelle mouture. Le volet 5, commerce de proximité, c'est le nouveau volet. Alors, c'est le 5e et le dernier volet, commerce de proximité. Ça a été lancé en septembre dernier. Ce volet vise à assurer l'accès au commerce de proximité pour les citoyens des municipalités de moins de 20 000 habitants. On pense évidemment à une épicerie, un dépanneur, une station d'essence et les commerces de proximité, vous le savez très bien, sont indispensables pour la vitalité de nos petites communautés, de nos petites municipalités. La ministre Laforêt soutient que le fonds se veut un levier de pouvoir important pour les régions du Québec. C'est un fonds vraiment essentiel parce que ça fait vraiment lever plusieurs projets dans les petites municipalités, mais dans les moyennes municipalités aussi. Donc, c'est important que l'UMQ soit ici avec la FQM parce qu'on a lancé tellement de projets, des constructions. Là, maintenant, on va permettre toutes les constructions avec les MRC pour des projets en habitation, c'est pas rien. On le faisait à la pièce dans le passé, mais là, oui, il est dans un des volets, donc c'est important de le mentionner. La vitalisation du milieu de la communauté, là, il y a le volet aussi commerce de proximité, pour les dépanneurs, les épiceries, les stations d'essence. Encore une fois, on vient d'accepter 90 projets au Québec pour des municipalités qui en avaient besoin. Il y a le rayonnement régional aussi, ça c'est un grand volet, développement territorial. Donc, ce qu'on veut, évidemment, on est un gouvernement qui pense aux régions, on veut vraiment bien développer nos régions et c'est un des programmes les plus populaires. Mme Laforêt précise que l'un des volets du fonds, qui est bien apprécié dans les régions, a été bonifié. Avec un autre volet qui est coopération municipale. Donc, le regroupement de services, regroupement des municipalités, donc c'est très populaire aussi. La ministre des Affaires municipales considère que le travail réalisé par son ministère viendra réduire la bureaucratie imposée aux petites et moyennes communautés de la province. Ça fait suite au projet de loi 79 qu'on vient juste d'adopter. C'est le projet de loi sur l'octroi de contrats dans les municipalités. Alléger la paperasse, aider les entreprises. Donc, évidemment, on fait suite à ce projet de loi-là. Nous, on s'est dit que maintenant, dans tous les programmes, il fallait accélérer les processus, alléger aussi les programmes. Donc, ça fait suite au travail qu'on a fait aux affaires municipales. Quant au regroupement de services intermunicipaux, la ministre se dit sensible aux écorégionaux. Les municipalités qui veulent se fusionner, qui veulent se regrouper, les montants sont bonifiés à la hauteur de 50 %. Donc, c'est très populaire, même les services. Les services, par exemple, les régies intermunicipales, police, incendie, je sais ici qu'il y a des enjeux. Il faut voir à se regrouper parce que ce sont tous les citoyens qui vont récolter ces bonnes nouvelles-là. Les préfets des 2 MRC de Charlevoix réagissent favorablement à l'annonce de ce renouvellement du programme gouvernemental. Moi, je veux souligner peut-être le volet coopération, où on a quand même bonifié les montants disponibles, parce que pour la phase précédente, ça n'avait pas été suffisant, et je pense que c'est un besoin. L'annonce de ce programme-là, qui est renouvelé, c'est une très bonne nouvelle. Si je prends au niveau de la municipalité de Saint-Hilarion, au niveau de la coopération intermunicipale, on avait déjà fait affaire avec la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. On partage des ressources présentement. On a partagé aussi des équipements qui ont été achetés par le passé. Donc là, le fonds était comme arrêté. Fait que pour nous, c'est une bonne nouvelle, ça continue pour les petites municipalités. Concernant le service incendie, bien, c'est sûr que ça amène aussi cette opportunité-là, parce que nécessairement, dans la formule qui va être éventuellement adoptée, dans l'entente qui va être signée par les municipalités qui embarqueront dans le projet, bien, ça fait partie de la coopération. Donc, les nouvelles ressources qui seront admissibles dans ce programme-là bien, vont être justement admissibles là, pour venir diminuer la facture pour les municipalités pour les 5 prochaines années. Le Fonds Région et Ruralité a une durée prévue de 5 ans. Les municipalités peuvent déjà soumettre des demandes de financement dans le cadre de certains appels à projets des différents volets du fonds.
Claudette Simard, bonjour. Bonjour, Martin. Vous avez reçu la semaine dernière le rapport du coroner concernant les événements qui se sont déroulés à Saint-Urbain lors des inondations. Quels sont vos commentaires suite au dépôt de ce rapport? Bien, on en est vraiment satisfait en lien avec... D'abord, c'était un très bon travail de la part de la coroner, Mme Gronstrom. C'était près de 60 personnes qui ont été entendues à cette enquête du coroner. On a perdu 2 pompiers, mais la perte de ces pompiers-là doit être compensée en partie par une meilleure efficacité de nos services incendies regroupés. À ce propos, là, la MRC vient de déposer un plan pour un regroupement, au moins administratif, des différents services incendies de la région. Votre position par rapport à ça, est-ce que vous pensez que ça répond à ce que le coroner avait identifié comme difficulté là, au niveau de la municipalité? Oui, je suis très heureuse qu'en février 2024, le Conseil des maires ait décidé qu'on y allait avec un regroupement de services incendies, avec une firme qui nous a fait un travail exceptionnel pour en arriver avec des scénarios possibles. Alors, nous, on a choisi un scénario en donnant la gestion complète à la ville de Baie-Saint-Paul qui accepte de le faire. Et qu'est-ce que ça va donner comme bénéfice à une municipalité comme Saint-Urbain? À notre municipalité et à toutes les municipalités, c'est vraiment d'être capable de répondre à toutes les obligations et responsabilités du schéma de couverture de risque incendie qu'on ne peut faire présentement parce qu'on n'a pas les effectifs, parce qu'on n'a pas les compétences ni les connaissances pour être capable d'émettre nos rapports qui soient complets, qui soient efficaces et qu'on se fasse dire « vous avez bien réussi, vous avez bien fait de regrouper vos services incendies » et c'est ce que je souhaite bien sûr pour nous. Et comment ont réagi vos pompiers du côté de Saint-Urbain? Moi, c'est quand même assez préoccupant pour eux de bien saisir ce que ça peut représenter et c'est évident que nos pompiers, on souhaite les garder. Maintenant, la gestion étant donnée à la ville de Baie-Saint-Paul, il y aura bien sûr du travail qui sera fait de ce côté-là aussi, au niveau des effectifs dans chacune des municipalités. Pardon, s'ils souhaitent continuer. S'il y en a qui désirent quitter parce que ça ne leur convient pas, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils gardent tout leur équipement, ils gardent leur nom. Ce sont des pompiers dont on a besoin. Ils sont importants dans nos municipalités et j'ai toujours confiance qu'on puisse arriver à une bonne entente. Dans un autre dossier, là, comment avance le dossier de la coopérative d'habitation de la Charlevoisine? Et on est tellement fiers de pouvoir avoir sur notre territoire l'accès à du logement social dans un secteur où on est prêt à offrir les terrains à la coopérative. Et c'est quand même un projet important de 15 à 20 logements, de 3,5 jusqu'à 6,5. Et c'est du logement abordable. Donc, on aura besoin, bien sûr, d'une participation financière qui va nous aider là-dessus. Et ça serait probablement réalisable d'ici le début de 2028. Et ça pourrait loger environ une quarantaine de personnes. Et ça, le logement abordable social, on en a besoin. Au moment où on se parle, là, on est à 80-90 certains que le dossier va se réaliser? Bien, disons qu'on pourrait avoir, parce qu'on est encore en avis préliminaire, en évaluation préliminaire, et ça, c'est, disons que d'ici l'automne, on devrait savoir exactement si ce projet va fonctionner dans notre municipalité. Et je pense qu'à partir de là, tout va s'enclencher de la meilleure façon parce qu'on a une équipe du tonnerre qui travaille sur ce projet-là. Un milieu de vie ensemble en communauté. Est-ce que cette coopérative se retrouverait dans votre projet de cœur villageois? C'est le projet du développement de la rue des Basques, bien sûr, oui. Parlez-moi un peu du projet du cœur villageois. Je sais qu'il y a des demandes actuellement qui sont faites. Il y a un fonds du côté de la MRC. On s'en va où avec le projet? Au niveau du projet, c'est vraiment un projet qui va s'échelonner sur quelques années. C'est vraiment en partenariat avec le Centre de services scolaires de Charlevoix. On a pour nous le volet loisirs et pour l'école, question de sécurité d'une rue, de refaire une rue pour assurer la sécurité de nos enfants et aussi d'un réaménagement complet. Écoutez, au niveau du centre scolaire, c'est un investissement à terme qu'on souhaite bien sûr réaliser. Pour eux, c'est vraiment autour de 4 à 5 millions. C'est important, ce qui a été fait déjà au niveau aménagement intérieur pour l'école, mais là, c'est vraiment réaménagé à l'extérieur et cette collaboration-là est essentielle. Claudette Simard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Baie-Saint-Paul a récemment été l'hôte d'un atelier de formation portant sur la compréhension de l'immigration et des réalités que vivent les nouveaux arrivants dans notre région. Organisée en collaboration par Service Québec et les 2 MRC régionales, cette rencontre visait à aborder la gestion des conflits interculturels en milieu de travail. Alors aujourd'hui, on était vraiment dans la gestion, mais je dirais aussi la prévention des conflits qui sont d'ordre interculturel. Donc, on démystifiait qu'est-ce que c'était que la culture, qu'est-ce que c'est que l'impact de notre culture sur nos interactions, sur notre compréhension des situations, sur nos communications aussi. Puis on a travaillé, en fait, sur des grilles d'analyse précises pour, dans un contexte, en fait, de conflits, de malentendus qu'on pense être d'ordre interculturel. Donc, des grilles d'analyse qui nous permettent de nous décentrer, d'être empathiques culturellement parlant, puis de dénouer les situations avec une lunette qui est juste. Donc, pas juste une lunette où on aurait, par exemple, des préjugés, des biais, mais une lunette là, objective, juste, et une lunette interculturelle, dans le fond. Madame Yeo explique l'approche qu'elle met de l'avant au cœur de sa pratique. Une approche qu'on appelle andragogique. Donc, on part du principe que les individus qu'on rencontre en formation ont l'expertise de leur milieu de travail, de leur terrain aussi. Donc, on part de cette expertise-là. Puis nous, on arrive avec notre expertise plus interculturelle. Puis ensemble, on co-crée. Donc, on travaille sur des solutions, sur des meilleures pratiques, sur des façons de faire là, qui sont propres au milieu, puis qui sont adéquats aussi, puis adaptés à chaque contexte. Donc, on est vraiment plus dans le co-développement, l'approche andragogique, puis dans les formations là, plus ou moins longues. Le responsable de l'événement estime que cette formation permet aux participants qui sont à la recherche d'outils en gestion de conflits de prendre conscience de leur propre pouvoir d'action. L'outil, finalement, ce sont les participants eux-mêmes. C'est de pouvoir leur montrer que les capacités, ils les ont. C'est simplement d'aller les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir finalement arriver à une situation d'intérêt collectif. La conférencière invitée mentionne que les malentendus professionnels découlent souvent du même élément d'origine. En milieu de travail, ce qu'on perçoit beaucoup, c'est de l'ordre de la communication et aussi l'incompréhension de qu'est-ce que c'est qu'un parcours migratoire. Donc, on a tout humain, je crois, là, issu d'une communauté d'accueil, a le réflexe, en fait, de dire, bien, les immigrants. Donc, et de mettre tout le monde dans le même panier et de ne pas s'informer tant sur le parcours migratoire, mais plus sur, une fois arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à t'intégrer, mais en oubliant, en fait, le parcours, le bagage, l'individualité de la personne. Madame Yeo rappelle que les traits associés aux cultures d'origine des personnes ne représentent pas le seul facteur de différence entre elles. On n'est pas dans une approche essentialiste où on va dire, par exemple, avec les Burkinabés, on devrait agir ainsi. Avec les gens du nord du Québec, on devrait agir ainsi. Moi, je pars du principe qu'à la base, on est des humains, donc on est vraiment dans une approche humaniste. Donc, la culture, ça ajoute. Mais je suis une personne avec mon individualité. Cette identité-là, en fait, elle est créée par l'ensemble des cultures que je porte. Ma culture régionale, mon âge, le fait que je sois une femme, mes expériences de vie, ma religion, peu importe. Donc, toutes ces sous-cultures-là créent qui je suis. Pour essayer de faire en sorte qu'on s'entende, c'est de mettre l'emphase davantage sur qu'est-ce qu'on a en commun. Parce que les différences, c'est facile de les voir, mais qu'est-ce qu'on a en commun? Là, ça prend un lien de confiance. Il faut que je m'intéresse à toi réellement. Et inversement, toi aussi, tu dois t'intéresser à moi. Et là, on crée quelque chose, un dialogue, une ouverture à l'autre, et puis de la compréhension va s'installer. Une participante explique pourquoi elle a décidé de se déplacer à l'événement. Je crois que c'est important d'avoir des espaces pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi avoir une personne ressource qui maîtrise ce type de sujet, avec qui peut nous servir de médiateur, en quelque sorte, là, et placer les ponts aux bons endroits, pour faire en sorte que les diverses opinions soient entendues et qu'on puisse trouver une façon là, de se comprendre aussi là, au travers tout ça. La formatrice explique que depuis le début des années 2000, les réalités interculturelles au Québec ont beaucoup évolué. Des changements, il y en a tout le temps. On est en constante évolution, les humains. Hein? Donc, l'adaptation amène des changements. Bien sûr, plus notre environnement va se diversifier, plus il va y avoir des changements, plus les gens vont s'ouvrir aussi. Parce que ça va devenir
normale. Mais là, tant aussi longtemps que ces changements-là, même s'ils sont très, très positifs, ne sont pas perçus comme la norme, bien, il y a des résistances. Okay. Et là, ben, tu me diras, tu sais, tout change, tout se transforme continuellement, puis comme individu aussi, là. Fait que oui, il y a des changements positifs, mais il y a aussi des résistances qui s'installent. Il y a du travail à faire, puis bon, les classes politiques et tout ça, tu sais, donc on est influencé aussi là, par notre contexte social, économique et mondial. Fait que... Abdelkarim El-Karmoudi se montre ravi de la réponse des entreprises et des organisations du milieu. Moi, je suis vraiment totalement satisfait. Je suis vraiment très content. Au fur et à mesure de nos ateliers, le nombre ne cesse d'accroître. Et aussi, on voit des visages qui reviennent souvent aux ateliers. Et donc, ça montre l'intérêt que nos entreprises charlevoisiennes, le grand groupe comme le SUS de Charlevoix, qui est présent ici avec plus de 20% des gestionnaires. Donc, ça montre l'intérêt que nos entreprises ont envers l'inclusion dans Charlevoix. La prochaine conférence portant sur la compréhension de l'immigration dans Charlevoix sera organisée le mercredi 16 avril 2025 au cœur du village de Saint-Hilarion. Le Festif de Baie-Saint-Paul a récemment lancé sa programmation artistique pour sa 16e édition. Mais d'avoir Voivode dans un pit à sable avec des carcasses de chars, du feu, à minuit, ça va être légendaire, vraiment. Plus d'une centaine d'artistes performeront sur les 38 scènes du festival qui se déroulera du 17 au 20 juillet 2025. Clément Turgeon-Thériault indique que le dévoilement des spectacles se veut le résultat d'un travail de longue haleine. On assiste à beaucoup de travail là, dans les 8-9 derniers mois. Bien, je dis ça, puis c'est même, ça peut se compter en année, parce que tu sais, des artistes, on réessaye à chaque année, puis à un moment donné, ça marche. Fait que tu sais, il y en a là-dedans que c'est du travail qui a commencé il y a 5-6 ans. Fait que c'est toujours, même si ça fait 16 ans, c'est toujours enivrant. Ma voix en témoigne, là, c'est comme une chute de pression là, que je vis présentement, mais on a déjà les bons commentaires. Je pense que les jeunes nous feront confiance aussi quand je présente ça. Le directeur général et artistique révèle quelques coups de cœur personnels de cette 16e édition. Apache Brass Orchestra, ça c'est un musicien électronique belge qui s'est mis avec 10 musiciens issus du classique. C'est un show électro-classique, mais comme vous avez jamais vu, là, c'est vraiment assez exceptionnel. D'avoir aussi des monuments de la chanson d'ici qu'on n'avait pas eu l'occasion. Paul Piché, Pierre Flynn qui vient à Quatuor à cordes, ça c'est vraiment le fun. La soirée, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Claude Pelgag, de donner cette place-là. On parle souvent de la place des femmes en musique, la parité, bien, de dire, nous autres, notre scène principale, on l'a dédiée à ces artistes-là qui sont incroyables. Puis la liste est longue dans l'international. Il y en a beaucoup que moi, ça fait des années là, que je travaillais, que je suis content d'avoir. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Quelques participants à la soirée se sont dit ravis de la programmation annoncée. Très content. C'est difficile de ne pas être content parce que, tu sais, à chaque fois, ils essayent de nous impressionner en même temps de mettre des noms connus comme Pierre Flynn, puis Paul Piché, puis Claude Pelgag, mais en même temps, ils nous amènent des noms qu'on n'a jamais entendu parler. J'ai manqué aucune édition, donc je suis très content. Puis je fais partie de la programmation depuis quelques années, donc je suis comblé ce soir. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est surtout très diversifié. Ça peut atteindre, tout le monde va en avoir pour... il y en a pour tous les goûts, en fin de compte. N'importe qui va venir au festif pendant 3 jours va pouvoir profiter, faire des découvertes musicales, avoir des artistes qui connaît peu, qui connaît beaucoup. Fait que moi, je trouve qu'on a un éventail varié, très diversifié, culturellement aussi. Un résident de la région qui assiste depuis les tout débuts au Festif de Baie-Saint-Paul indique avoir observé une évolution positive des artistes au fil des années. Je pense que l'international a pris beaucoup de place. Je
pense que là, on entend la Pologne, on entend l'Ukraine, la Russie. On entend plein de lieux qu'au début, on n'aurait pas pensé d'entendre. Je pense que c'est beaucoup les artistes internationaux. Puis je pense qu'entre eux, les artistes, ben, ça se parle. Parce que des festifs comme à Baie-Saint-Paul, ben, il y en a plein de festivals, mais le festif, je pense qu'il est unique pour ça. Mélange international, local. Malgré le record d'affluence qu'a connu le festif au cours de sa dernière édition, Clément Turgeon-Thériault ne vise pas à faire exploser ce nombre cette année. On vise de la même chose. Idéalement, nous autres, on ne met pas plus de billets en vente. Donc après ça, c'est ça. Ça va être de contrôler le volume de gens qui viennent pour la vibe. C'est ça le problème, c'est que Baie-Saint-Paul, c'est beau. C'est le fun, même si tu n'as pas de billets. Fait que c'est là que... Mais maintenant, on a des rencontres avec la ville. Puis le but, c'est qu'il n'y ait pas plus de monde. Mais on se prépare comme ça, on en avait plus. Parce que le but, c'est pas d'être pris par surprise. Donc on va avoir plus de stationnement, plus d'espace de camping. Donc on s'organise mieux pour être sûr que la logistique sur le terrain fonctionne. Le directeur général estime qu'au-delà des retombées économiques directes, le festif se veut une vitrine élargie pour la région de Charlevoix. Bien, c'est plusieurs millions en retombées économiques. Déjà, juste nous, le budget qui est injecté, finalement, notre budget d'opération, c'est 4,5 millions. Donc ça, c'est de l'argent qui est amené dans la région. Puis là-dessus, bien, là, après ça, on génère beaucoup de retombées. Moi, j'ai de la misère avec les retombées économiques, puisque je pense aussi c'est global, c'est les retombées touristiques, les retombées médiatiques, la nouvelle clientèle qui découvre Baie-Saint-Paul pendant le festif, que ça, c'est des retombées à long terme qui sont inestimables. Plus de 45 % de la programmation du festival sera de nouveau gratuite cette année. Pour connaître davantage d'informations sur l'événement, la population est invitée à consulter le site web du festival.